On va démarrer donc l'ordre du jour. Alors, premier objet, commande publique, donc notre type de contrat, donc opération d'investissement d'éclairage public, modernisation du parc d'éclairage public. Donc, comme vous le savez, donc chaque année, nous avons établi donc un programme donc en vue de changer les ampoules donc, et de les remplacer par des ampoules de LED à basse consommation en vue donc des économies d'énergie. Et donc nous avons fait un programme donc, qui s'étale sur 10 ans et chaque année nous avons un coût qui reste à charge de 19 825 € par an. Donc ce qui fait qu'au bout des 10 ans, ça nous aura coûté 190 000 €. Voilà, donc je vais vous proposer, je vais vous lire la délibération. Et ensuite, vous ferez des remarques si vous en avez ou pas. Alors, la commune du Lardin-Saint-Lazare, adhérente au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses équipements pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. Le conseil municipal souhaite l'inscription de l'opération modernisation du parc d'éclairage public portée par le SDE 24. Compte tenu du caractère exemplaire de ce programme en matière d'économie d'énergie, nous pouvons solliciter l'État pour, dans le cadre de la DETR, afin d'obtenir une subvention. Le budget et le plan de financement prévisionnel annuel sont les suivants. Montant total des travaux annuels, 30 500 €. Participation donc du SDE à hauteur de 35%, donc 10 675. Coût total hors taxe acquitté par la commune et éligible au fonds vert, 19 825 €. Donc le montant de la DETR sollicité représente donc 30%, c'est-à-dire 9 150 €. Et donc un reste à charge, il devrait y rester à charge donc 10 675 € pour la commune. Donc je vous demande, donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des remarques? Donc on va passer au vote. Donc qui est contre la demande donc de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va passer au point suivant qui concerne donc la création d'un poste suite à un avancement de grade. Alors, je vais vous lire la délibération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant, prise en application de l'article 4 de la loi numéro 84-53 susvisée, vu le précédent tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 18 décembre 2024, Madame le maire informe l'Assemblée que dans le cadre de la procédure des avancements de grade, un agent peut être inscrit au tableau des promouvables. Il appartient maintenant au conseil municipal de créer le poste. Un adjoint administratif territorial principal de deuxième classe sera nommé sur un grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe à compter du 1er octobre 2026 à temps complet. Le tableau des effectifs sera modifié dans ce sens. Donc il s'agit d'un agent du centre municipal de santé. Et pourquoi octobre 2026? Parce que jusqu'à maintenant, la personne la personne n'a pas les conditions requises pour être promouvable. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Très bien. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième point, c'est la création d'un poste suite à une cessation progressive d'activité. Donc il s'agit ici d'un agent qui travaille donc au niveau des écoles et qui, de par sa condition physique, ne peut plus assurer un travail à temps complet et nous a demandé si c'était possible donc de partir progressivement à la retraite. Donc il a fallu modifier effectivement son temps de travail pour qu'il puisse avoir donc un mi-temps et donc aujourd'hui il était en contrat aidé, il avait un contrat aidé de 20 heures. Les contrats aidés ne peuvent pas être à temps partiel.
Donc il a fallu modifier et créer donc effectivement cet emploi de façon à ce que, de 27h53, je vais vous lire la délibération, de façon à ce qu'il soit à 50%, donc à pas tout à fait 14 heures, et ainsi pourra avoir droit à la retraite progressive parce que aussi tout simplement physiquement il est quand même assez diminué et il a un peu de mal à remplir sa fonction aujourd'hui. Voilà pour les explications. Donc la délibération, je vous la lis. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant, prise en application de l'article 4 de la loi 84-53 susvisée, vu le précédent tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 18 décembre 2024, Madame le maire informe l'Assemblée que dans le cadre de la procédure de cessation progressive d'activité d'un agent peut prétendre à la retraite progressive. Il appartient maintenant au conseil municipal de créer le poste d'adjoint technique territorial à compter du 30 mars 2026 à temps non complet, donc 27h53. Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Pendant combien de temps il va travailler combien de temps? Jusqu'à la retraite, donc il en a pour... La réforme des retraites. Ça va dépendre, oui, voilà, oui. Ça va dépendre de la réforme des retraites, mais aujourd'hui, si on part sur ce qui est 3 ans à peu près, pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? D'autres questions? On va procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le tableau, on peut le projeter peut-être, le tableau des effectifs. Voilà, bon, vous l'avez normalement reçu. Non, ils l'ont pas eu? Ah bon, alors vous l'avez pas eu, donc on vous le projette. Voilà, donc d'où la modification donc, du tableau des effectifs. Donc on a aujourd'hui 45,22 agents. 35,80 et effectifs pourvus 35,80. Voilà. Donc, ce tableau reflète la situation et les grades donc, de chaque agent. Voilà. Qui est contre ce tableau? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il sera joint au PV? Il sera joint au PV. Oui, oui, bien sûr. Mais tout est... Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ensuite... adhésion donc à la convention de participation proposée par le CDG 24 avec la MNT risque santé. Donc jusqu'à maintenant effectivement les entreprises privées, seules les entreprises privées avaient obligation donc d'avoir une mutuelle pour leurs agents. Donc et à partir donc de maintenant donc les collectivités peuvent aussi proposer une mutuelle pour leurs agents. Donc là il a été choisi que le choix de la mutuelle soit laissé via le centre de gestion 24 qui a lancé un appel d'offres et c'est la MNT qui a été choisie. Voilà. Et donc ensuite nous on doit se positionner par rapport à un montant. Donc le montant minimal que l'employeur peut prendre c'est 15 €. Et donc nous avons choisi, et si vous en êtes d'accord, de monter cette somme à 20 €. Donc les agents sont libres ou pas de le prendre. Si leur conjoint ou si leurs conjoints ont des meilleures mutuelles, ils peuvent très bien rester à la mutuelle de leur conjoint. Il n'y a aucune obligation de... Non. Et c'est 20 € sur quel montant? C'est un forfait, c'est 20 € par personne. C'est par rapport à ce qu'ils auront souscrit. Souscrit, oui. Ça dépend si c'est un contrat familial, un contrat seul. Après chaque... C'est par agent et par mois. C'est modulable. Dans la limite, alors il est marqué dans la limite des dépenses engagées par l'agent. Donc ça veut tout dire. C'est pas un contrat groupe, c'est un contrat individuel. C'est un contrat par personne.
Alors, ils ont eu la délib. Bon, alors vous l'avez eu, donc je vais vous relire juste la fin parce qu'elle est quand même assez longue. Donc l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 et le décret 2022-580 du 20 avril 2022 redéfinissent la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaires de leurs agents. Celle-ci devient obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour le risque santé, pour un montant qui ne pourra pas être inférieur à 15 € par agent et par mois dans la limite des dépenses engagées par l'agent. À l'issue de cette procédure, donc, le CDG 24 a souscrit une convention de participation pour le risque santé auprès de la MNT pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2026. Donc, le maire rappelle que les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à cette convention par délibération de leur assemblée délibérante après consultation du comité social territorial et que l'employeur doit également définir le montant de participation financière accordée aux agents qui choisiraient d'adhérer au contrat proposé par la MMT en application de la convention de participation signée avec le CDG 24. Donc il s'agit bien d'un choix et non pas d'une obligation. L'autorité territoriale précise que l'adhésion des agents à cette convention de participation n'est pas obligatoire. Cela signifie que chacun décide d'y adhérer volontairement et de choisir son niveau de garantie, mais que seuls les agents adhérents à cette convention sont éligibles à la participation de l'employeur, évidemment. L'autorité territoriale propose d'adhérer à la convention de participation du CDG 24 et de définir un montant de participation employeur à la couverture du risque santé de 20 € par agent et par mois. Il y a des remarques, des questions? Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va passer au point suivant. Rapport d'activité de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir. Donc, ce rapport d'activité vous a été transmis. Donc, j'imagine que vous l'avez lu. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Des remarques? Il n'y en a pas? Très bien. Alors, conformément, on va procéder au vote, conformément à l'article L52-11-39 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit communiquer au conseil municipal en séance publique le rapport d'activité de la communauté de communes Terrassonnais au Périgord noir pour l'année 2024. Donc, vous en avez donc tous pris acte puisqu'ils vous ont été communiqués. Donc, qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne des décisions modificatives budgétaires. Effectivement, on est en fin d'année et il y a parfois des ajustements à réaliser entre le budget qui était, je vous rappelle, un budget prévisionnel et la réalité. Donc, on va vous proposer donc les ajustements suivants. Donc, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédit entre les différents chapitres des budgets. Alors, concernant le budget principal, la commune doit effectuer un virement de crédit. Il y a donc lieu de créer la DM 06 aménagement du stade. Il est proposé donc de diminuer le compte 21 318 opération 233 de 11 944,76 € et de créditer le compte 21 314 opération 237 de 11 944,76 €. Ensuite, autre ajustement de crédit. La commune doit effectuer un virement de crédit. Il y a lieu donc de créer la DM 07, équipement des services techniques. Il vous est proposé de diminuer le compte 21 318 opération 233 de 0,36 € et de créditer le compte 21 314, opération 238 de 0,36 €. Autre ajustement. La commune doit effectuer un virement de crédit. Il y a donc lieu de créer la DM 08 pour une remorque. Je vous explique après. Il est proposé de diminuer le compte 21 318, opération 233 de 4 000 € et de créditer le compte 215 731, l'opération 192 de 4 000 €.
Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'achat de la remorque qu'avait la Périgordine. Alors, c'est une remorque, mais c'est une remorque qui se transforme en Seine. Voilà. Cette remorque nous a été vendue pour 3 000 €. Par contre, on marque 4 000 parce qu'il y a la carte grise qui va venir se rajouter. Voilà, donc c'est une remorque qui servira à l'ensemble des associations. Voilà pour le budget principal, les ajustements sur le budget principal. Pas de remarques? Alors ensuite, budget annexe de la crèche. La crèche doit effectuer une augmentation de crédit. Il y a donc lieu de créer la DM 02, reversement frais de personnel, budget principal. Il est proposé de créditer le compte 6 215 de 8 453 € et de créditer le compte 75 888 de 8 453 €. Voilà tous les ajustements budgétaires que l'on vous propose. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne les attributions de subventions. Alors, il vous est proposé d'allouer au titre de l'année 2025 la subvention suivante, 6 000 € à la coopérative L'Avenir, donc qui est la coopérative des écoles, pour notamment le voyage scolaire. Et donc là, je vais donner la parole à l'adjointe en charge des affaires scolaires, Jenny Coulon, qui va tout vous expliquer. Donc, ça sera une classe découverte à Andernos-les-Bains pour 3 classes, CP, CE1, CM2, du 20 au 24 avril 2026. Donc, il y a la diapo qui vous explique un peu le projet. Donc, c'est pour une découverte du bassin d'Arcachon au centre de mer et d'éducation au développement durable. Donc, sur 5 jours et 4 nuits d'animation pédagogique autour du bassin, son port, sa faune, sa flore, son littoral, son parc ostréicole, mais aussi autour des éléments tels que l'eau et l'air. Donc on va passer l'itinéraire parce que ça c'était pour les parents. Voilà le planning. Après je pourrais vous l'imprimer si vous voulez plus de détails. Là, tu peux peut-être t'arrêter sur jour 1, jour 2, peut-être. Non. Jour 1, voilà le jour 1, bon, c'est voyage, installation au centre. L'après-midi, les CPCE1 vont au port du Béteil et CM2 rallye ostréiculture. Le jour 2, découverte pour CPCE1, parce qu'ils n'auront pas les mêmes activités en suivant l'âge des enfants. CPCE1, découverte du littoral au site des Quinconces. CM2, déchets et laisse de mer au port de Béteil. L'après-midi, CPCE1, atelier ornitho junior au centre. CM2, village de l'herbe à Lèche-Cap-Ferré, histoire et patrimoine. Jour 3, poisson-vol au centre, donc c'est les cerfs-volants. CM2, voile au port du Béteil. Après-midi, rallye ostréicole au port. Et CM2, l'estran de la Vase au Pré-Salé. Jour 4, la balade de l'ornitho junior au site des Quinconces, voile au port du Béteil. CPCE1 l'après-midi, de la forêt à l'océan en passant par les dunes Lège Cap Ferré. CM2, bec et plume au centre. Jour 5, vivre au rythme des marées au centre. Pour les CM2, ce sera voile au port du Béteil. L'après-midi, les trésors de la forêt du Coulin à Andernos. Les CM2, atelier, il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau au centre. Goûter puis départ en bus vers 16h30. Donc les enfants dormiront par chambrée de plusieurs élèves. Les repas seront pris en charge au centre le midi et le soir. Donc le premier pique-nique et le premier goûter seront fournis par les familles. Donc pourquoi ce projet? Faire vivre aux enfants une belle aventure pédagogique, développer leur autonomie et le savoir-vivre en collectivité, créer une unité thématique, découvrir un environnement spécifique, le bassin et ses paysages, travailler des compétences spécifiques en sciences, géographie, espace, langage oral, langage écrit, EMC, EVAR, je ne sais pas trop. Compenser les inégalités sociales et culturelles, créer des situations de communication authentiques avec des professionnels. Donc le coût du projet, la pension complète, 11 742 €, les animateurs, 3 225 €, activité voile, 1089 €, adhésion PEP 33,
135 €, transport évalué à 2 800 €, soit un total de 18 991 €. Le financement du projet participation des familles, 100 € par enfant, soit 5 400 €. Participation exceptionnelle de la mairie, 6 000 €, soit un premier apport de 11 400 €. Les actions menées sur l'année, vente de bulbes en novembre, Pépinière Thibault, vente de sapin en décembre, Pépinière Thibault, vente de chocolat en décembre, Initiative. Là par contre, ils ont déjà récolté pour ça. Ces 3 actions ont déjà mené environ 1 000 €, les 3 premières actions. Stand de soupe à l'oignon, crêpes au trail du Père Noël du Lardin. Stand de Noël au marché du Lardin, et il y avait aussi hier sur le marché de Noël. Vente de brioches et galettes en janvier, concours de pétanque et loto en mai 2026, ainsi que la kermesse, pour tenter de réunir la somme restante de 7 591 €. Donc c'est une prévision, hein. Donc je vous ai donné 1 000 € déjà à porter sur. Stand de soupe à l'oignon et crêpes au trail du Père Noël, prévision de 200 €. Stand de Noël au marché du Lardin, environ 200 €. Vente de brioches et galettes en janvier, prévision de 100 €. Concours de pétanque, prévision de 400 €. Alors le concours de pétanque, ils vont venir se greffer à une association de pétanque où les représentants des parents d'élèves et les enseignants vont tenir une buvette. Voilà, c'est organisé avec l'association de la pétanque. Randonnée gourmande intergénérationnelle, en journée avec les élèves. Donc c'est prévu de faire sur une journée justement avec le club du 3e âge, où après une collation sera offerte pour justement les anciennes générations, les nouvelles générations. Qu'on puisse se faire une randonnée tous ensemble. Vente de plans en mars 2026, prévision de 400 €, et le loto en mai 2026, prévision de 3 500 €. Et des dons divers de familles des entreprises, pour tenter de réunir la somme restante de 7 591 €. Donc voilà, sans nous, les familles, la commune, ce projet ne pourrait pas voir le jour. Donc nous allons avoir besoin de vous, que ce soit par la participation du plus grand nombre d'enfants au voyage, financièrement participant en diverses actions menées, humainement vous investissant dans les actions menées au cours de l'année, que ce soit par votre présence, votre aide à la recherche de l'eau pour le loto, ou encore la diffusion des informations autour de vous, voisins, famille, amis. Voilà, ça c'était pour les parents. Merci. Voilà, donc effectivement il y a une somme de 7 900 à chercher, mais comme on l'a vu, les années par avant, ils font beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Cette année. Ouais. Et l'année dernière ils y sont arrivés. Hein, oui, donc, oui, j'y suis. Ouais. L'année dernière ils y sont arrivés, donc je vous rappelle quand même l'importance de ces voyages de découverte. Tous les enfants ne partent pas malheureusement aujourd'hui en vacances. Beaucoup ne connaissent pas la mer. Et je crois que voilà, c'est une chance, c'est une opportunité, et moi nous attachons, enfin le conseil municipal, beaucoup d'importance à ces sorties scolaires qui sont pour certains une véritable découverte et une façon de sortir aussi d'un environnement quotidien peut-être un peu lourd et pesant parfois. Voilà. Avec voilà, comme des nouveaux projets, comme la sortie avec l'intergénérationnel, enfin c'est bien. Oui, alors voilà, ça c'est super. Ouais. Ouais. Je pense que ça c'est une excellente initiative. Et bon, on le voit un peu partout, mais bon, pour l'instant ça n'existait pas. Et c'est une première du coup sur la commune. Je trouve ça très très bien, effectivement. Ouais. Du coup, nous remercions également les représentants des parents d'élèves pour toute leur action. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Au quotidien. Nous avons un groupe formidable, donc de groupes d'enseignants, groupe de parents d'élèves. Et ben, nos enfants ont beaucoup de chance, en tout cas, voilà. Et parce que je vous rappellerai que c'est pas dans tous les groupes scolaires et c'est pas dans toutes les écoles que les enseignants font des sorties scolaires. Et je les en remercie. Est-ce que vous avez des questions? Combien de personnes de classes? Alors c'est marqué là, mais ça représente combien d'élèves? CP, CE1, CM2. Alors CP, CM1, CM2. Combien il y a l'effectif au total à la louche? Je devrais bien savoir, toi, à peu près. Ça va faire 75-80 élèves. Et tous les enfants peuvent partir.
Tous les enfants, oui. Alors, tous les enfants partent si des parents ne souhaitent pas que leur enfant parte, mais c'est propre aux parents. Voilà. Ça ne sera pas propre et ça ne sera pas non plus par rapport à un coût financier. Voilà, c'est juste La question se porte sur le coût financier plus que sur le... Après, les parents sont... Non, voilà, il n'y a pas d'impact sur le coût financier. Si un enfant n'y va pas, c'est vraiment c'est le parent qui ne veut pas... Il y a donc possibilité d'aide pour les enfants qui financièrement, Oui, la coopérative financièrement n'auraient pas les moyens. Oui, la coopérative scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette subvention? Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre l'attribution de subvention à la coopérative scolaire? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, le point suivant, c'est le plan de financement pour la rénovation du bâtiment de la Poste. Donc nous avons effectivement décidé, on n'a pas pu le faire plus tôt parce qu'on a tellement eu de travaux à réaliser sur cette commune que voilà, donc on va terminer le mandat sur ces travaux-là. Donc nous allons changer les menuiseries, toutes les menuiseries et nous allons extérieur et nous allons changer aussi le mode de chauffage. Donc je vous donne le détail. La commune prévoit de rénover le bâtiment de la Poste. Cette rénovation permettra d'isoler le bâtiment en changeant les menuiseries et en mettant en place un nouveau système de chauffage. Le montant prévisionnel du projet s'élève à 70 900,21 € hors taxe. Nous pouvons solliciter l'État dans le cadre de la DETR afin d'obtenir des subventions. Le budget et le plan de financement prévisionnel est le suivant. Non, on le met? Ouais. Vas-y. Les travaux, donc je vous l'ai dit, la DETR, on demande 40% de DETR, soit 28 360,08 €, ce qui ferait un autofinancement de 45 540,13 €. Voilà. Le mode de chauffage aujourd'hui c'était au gaz, c'est ça, au gaz, et donc c'était couplé avec la Poste et c'était très compliqué. Voilà, il est vraiment nécessaire de faire quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Très bien. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant concerne un versement d'une participation financière au pôle d'interprétation de la préhistoire au titre du programme Grand Site de France. Alors, il est versé maintenant chaque année une dotation au titre de ce que l'on appelle les aménités rurales. Et ces aménités rurales, elles nous sont dues du fait que l'on est dans le grand site. Alors, qu'est-ce que le grand site? Donc, il devait y avoir une présentation du grand site. J'avais demandé il y a quelque temps, et c'est tombé un soir où on a dû reporter le conseil municipal. Et depuis, c'est très compliqué de faire coïncider les agendas. Donc, je vais tenter de vous expliquer brièvement ce qu'est le grand site et quels sont ses objectifs. Alors, en 2009, l'État s'est associé aux collectivités territoriales donc, pour mettre en place une opération Grand Site sur les 35 communes de la vallée de la Vézère. Ça reposait sur un constat majeur. Les paysages de la vallée de la Vézère subissent des évolutions dommageables pour le patrimoine qu'ils recèlent la dynamique d'enfrichement, la prolifération des panneaux de signalisation et de signalétique, diverses dégradations visuelles provoquées par une offre touristique peu organisée ou le développement d'une urbanisation au fil de l'eau contribuent à la banalisation de ces paysages exceptionnels. Autrement dit, donc, il y a différents axes d'action. Donc, sur le programme qui était le programme 2020-2026, les axes majeurs étaient donc premièrement, axe 1, c'était restaurer, valoriser et partager les paysages singuliers de la vallée de la Vézère. L'axe 2, préserver et qualifier l'architecture, l'urbanisme et le patrimoine bâti. L'axe 3, maintenir, conforter et développer la diversité agricole et sylvicole pour le maintien de paysages ouverts et singuliers.
L'axe 5, concilier la qualité des paysages, les ressources du territoire et l'appropriation des habitants pour une transition énergétique durable. Et enfin, l'axe 6, renforcer le partage et la transition du projet de territoire Grand Site de France. Alors, sur notre communauté de communes, seules 3 communes sont labellisées Grand Site, Terrasson, Le Lardin et Condat. Donc, nous avons la chance de faire partie de cette labellisation et c'est pourquoi donc qu'il nous est attribué donc une dotation d'aménité rurale. Donc il vous est proposé sur cette délibération de reverser 20% de la dotation au pôle d'interprétation de la préhistoire afin de contribuer au financement du programme d'action donc du Grand Site et d'autoriser donc et de m'autoriser à signer cette convention. Voilà. Aujourd'hui c'est compliqué, tout le monde cherche des sous. Voilà, vous avez bien compris. Et donc voilà, bon c'est vrai que si on n'adhérait pas, on n'aurait pas droit à cette subvention. Je vous lis la délibération. Versement d'une participation financière au pôle d'interprétation de la préhistoire au titre du programme Grand Site de France. Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L 11111-8 et 11111-10, vu la notification de la dotation de l'État au titre des aménités rurales pour l'année 2025, vu la proposition du pôle international de la préhistoire de constituer un fonds mutualisé pour le financement des actions du Grand Site de France, Vallée de la Vézère, il a été attribué à la commune une dotation aménité rurale au titre de l'année 2025 d'un montant de 9 233 €. Il est proposé au Conseil de reverser 20% de la dotation d'aménité rurale au pôle d'interprétation de la préhistoire afin de contribuer au financement du programme d'action du Grand Site de France, Vallée de la Vézère, et d'autoriser le maire à signer la convention de participation. Est-ce qu'il y a des questions sur le Grand Site? Bon, je vous ai donné en gros sa définition et ce à quoi ça servait. Alors, s'il n'y a pas de remarques et pas de questions, on va pratiquer le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est l'attribution d'un fonds de concours par la communauté de communes dans le cadre de la mise en place de la défense extérieure contre l'incendie. Donc vous savez que nous avons fait un programme de défense, de défense extérieure contre l'incendie, un programme qui va jusqu'en 2030, où chaque année nous faisons à peu près 3 ou 4 points. Soit on pose des bâches, pour l'instant c'est essentiellement ça, ou soit il faut poser souvent des poteaux incendie. Là on est plutôt sur des bâches. Dans ce cadre-là, la communauté de communes a décidé d'attribuer un fonds de concours. C'est surtout, je dirais, pour aider les très petites communes, parce que c'est nécessaire, bien évidemment, pour défendre les habitations, mais aussi pour pouvoir continuer à délivrer des permis de construire, car si les terrains ne peuvent pas être défendus, les permis de construire ne sont pas délivrés. Voilà, et donc c'est très très important, donc c'est pour ça que nous avons fait nous ce schéma jusqu'en 2030 à peu près, nous avons une trentaine de points à défendre. Voilà, donc cette année, sur l'année 2024, c'était plutôt le château de Perrault, le chemin des Chapelles et Estieux qui ont été défendus, et cette année il y a notre programme et comme ça jusqu'en 2030, voilà, jusqu'à ce que nous ayons terminé. Le montant des travaux subventionnables par la communauté de communes, ça a été une délibération qui a été prise au conseil communautaire à un plafond de 5 000 € par bâche, et donc l'aide est à hauteur de 10%, donc 500 €, ceci pour les communes de plus de 1500 habitants, ce qui est notre cas. Et pour les plus petites communes, le pourcentage est plus élevé. Donc je vais vous donner le fonds de concours de la communauté de communes est de 50% pour les communes de moins de 500 habitants et de 25% pour les communes de 500 à 1499 habitants, et donc de 10% pour les communes de 1500 habitants et plus. Évidemment, donc, comme vous le voyez, c'est pour aider les très petites communes à pouvoir faire leur défense incendie. Alors, je vous propose de lire la délibération.
Elle est un peu longue, mais on va la lire. Allez, attribution d'un fonds de concours par la communauté de communes dans le cadre de la mise en place de la défense extérieure contre l'incendie. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-16V, vu la délibération du Conseil communautaire numéro 2020-103 du 31 juillet 2020, vu la délibération DE 2020-087 du 28 juin 2022, adoptant le règlement d'attribution de fonds de concours pour la mise en place de la défense extérieure contre l'incendie des communes, vu la délibération DE 2023-079 du 11 septembre 2023, modifiant le règlement d'attribution, vu le dossier de demande déposé par la commune le 23 octobre 2024 pour l'installation de bâches incendie en divers lieux de la commune, donc je vous l'ai dit, Château de Perrault, Chemin des Chapelles et Estieux, vu l'avis de la commission d'attribution des fonds de concours DECI réunis le 9 décembre 2024, vu la décision du président de la communauté de communes numéro 2024-114 en date du 16-12-2024, vu la décision du président de la communauté de communes numéro 2024-115 en date du 16-12-2024, vu la décision du président de la communauté de communes numéro 2024-116 en date du 16-12-2024, considérant que l'attribution des fonds de concours est encadrée par les dispositions de l'article L5214-16V du Code général des collectivités territoriales qui stipule afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. 3 conditions doivent être remplies. Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibération concordante adoptée à la majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. Madame le maire propose à l'Assemblée d'accepter le versement d'un fonds de concours par la communauté de communes correspondant à 10% des dépenses éligibles et de l'autoriser à signer la convention d'attribution ci-jointe. Donc, je vous demande s'il n'y a pas d'autres observations. Donc, on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, vous l'avez compris, tous les conseils communautaires ne le font pas. C'est au choix donc, des élus et du président de la communauté de communes. Alors, le point suivant concerne la contribution à la scolarisation des enfants en école dispensant un enseignement en langue régionale. Alors, excusez-moi, je suis obligée de boire parce que à force. Alors, effectivement, il y a une loi qui dit que nous devons contribuer, les communes doivent contribuer à l'enseignement, notamment dans ce qu'on appelle les calendretas. C'est les écoles qui dispensent, qui enseignent donc, les langues occitanes. Donc, il se trouve que sur l'autre commune, nous avons un enfant qui est scolarisé dans un établissement scolaire dispensant ces langues-là, et donc nous avons obligation de participer à cet enseignement. Le montant est de 836 € par an et par enfant. Et c'est quelle école qui fait ça? C'est à Périgueux, je n'ai pas le nom, je n'ai pas le nom de l'établissement. C'est l'Escola Calandreta Pergosina. Alors, m'excuserez, mais moi, je ne parle pas occitan. Ça vous parle? Pas du tout. Moi non plus. Bon, alors, je vais donc vous lire la délibération. La commune a été sollicitée par l'Escola Calandreta Pergosina, excusez-moi si la prononciation n'est pas la bonne, établissement scolaire qui a pour objectif de transmettre la langue occitane. Ouverte à toutes et à tous, la nature associative, les Calandretas sont sous contrat avec l'éducation nationale. Elle propose un enseignement en langue occitane par immersion de la maternelle à la terminale.
Elle forme des jeunes pour qui l'occitan est une langue de vie, d'apprentissage, d'amitié et de création. Des citoyens bilingues, voire multilingues, ouverts sur le monde et sur notre territoire occitan. En 2021 a été votée une loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, prévoyant dans son article 6 la contribution financière à cette transmission des communes de résidence des enfants scolarisés. Alors, ça se disait ceci. La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens de l'article L 312-10 fait objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale, ce qui n'est pas notre cas. La commune ne dispense pas au sein de son école d'enseignement de l'occitan. Aussi, nous avons été sollicités par l'école occitane associative Calandreta Pergonisa afin d'autoriser Madame le maire à signer une convention de forfait communal sur la période 2025-2027 et effectuer le versement du forfait scolaire concernant un enfant de la commune sur cette même période, donc pendant 3 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a tout fait pour tuer la langue et maintenant, une fois qu'elle est morte, on essaie de la remettre d'aplomb. C'est pas faux. C'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Très bien, alors on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, ces différents rapports qui vous ont été envoyés. Alors, présentation de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2024. Alors, donc, vous savez qu'on a une station d'épuration qui est conjointe avec Bourgard. Donc, je vais vous donner quelques données, quelques brèves données sur la station d'épuration qui était dans ce rapport. Donc, nous avons 772 abonnés facturés et desservis par la station d'épuration. Le volume facturé, alors en 2001, il était de 41 192 mètres cubes. En 2023, 50 021 mètres cubes et 41 586 mètres cubes en 2024. Donc c'est redescendu. Le réseau, pardon, 18 675 mètres linéaires de canalisation, gravitaire plus refoulement, et 5 postes de refoulement. Concernant les boues et les déchets, il y a une production réelle de 18 tonnes de matière sèche. Les boues évacuées, 22 tonnes également de matière sèche vers la plateforme du sitcom du Périgord Noir, donc c'est Sarlat. Alors refus de dégrillage, 2,8 tonnes, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Et matière graisseuse évacuée, 37,12 tonnes. Voilà. Sur Borgard et le Lardin, 3157 mètres linéaires de réseau ont été hydrocurés donc par Veolia. Voilà les éléments qui m'ont paru significatifs à relever donc dans ce rapport. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Très bien. Donc on va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, une question. Ah, oui. Peut-être à l'agriculteur ou au commerçant, je ne sais pas comment on bâtit, est-ce que les matières sèches ont toujours l'autorisation à être enfouies? De toute façon, c'est soumis à un plan d'étendage déposé en préfecture et ça, c'est Veolia qui le gère. Ça, de toute façon. Non, parce que ça ne se fait pas en direct. Récemment, ils ont trouvé des pesticides qui ne se détruisent pas. Oui, mais bon, de toute façon, vous savez très bien que les procédés d'analyse sont de plus en plus fins, on trouve de tout dans tout. Le tout est de savoir, il y a des seuils où ça devient toxique ou pas. Après, il y a l'effet cocktail, mais là, c'est un vaste débat. Et voilà.
À notre niveau, on n'a pas la main là-dessus, puisque Ça n'a pas changé. voilà, les plans d'épandage, c'est soumis en préfecture et c'est Veolia qui s'en dépatouille, puisque c'est la Comcom qui a la compétence, qui délègue une compagnie fermière voilà, qui gère. Et nous, en définitive, on paye, voilà, ça s'arrête là. Mais on a un droit de regard, mais de là aller lever le petit doigt pour savoir le reste de médicaments aussi, parce qu'il n'y a pas que les pesticides. Voilà, dans les estuaires, il n'y a pas que les pesticides. Il y a On va parler de produits chimiques. tous les produits médicamenteux que l'on consomme, voilà, la progestérone, vous avez tous les, comment on appelle, l'aspirine, la matière active de l'aspirine, aidez-moi. Mais si, voilà, bon, bref. Pénicilline. Partout, La pénicilline. voilà. La pénicilline. Non, c'est la base des médicaments. Voilà. On n'en faisait plus en France. Ouais, oui, si à Agen, nous en refont. Grâce aux Japonais qui ont acheté l'usine. No comment. Bon, Ben oui. exact. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'assainissement? Bon, la station marche très bien, voilà, l'eau sort très très propre, tout est conforme. Bon, vous avez eu le rapport de toute façon, donc voilà. On l'a voté? Oui, eh bien ça marche. Allez, on passe au prochain. Alors là, c'est la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable pour l'exercice 2024. Donc là, je vais passer la parole à Denis qui suit depuis le début du mandat l'eau propre, voilà, et qui assiste donc pour notre collectivité à toutes les réunions. Donc Denis, tu as la parole. Merci Madame le maire. Donc, comme vous avez vu dans le rapport, il y a 37 communes de desservies pour un total de 13 272 abonnés. Dernièrement, la ville de Terrasson a rejoint le syndicat et prochainement, la commune de Thonon sera adhérente également au syndicat. Alors, ce qui change en 2025 surtout, c'est la redevance des agences de l'eau. À savoir que la redevance de l'agence de l'eau, vous l'aviez sur vos factures d'eau, elle était prélevée à l'usager. Et prochainement, enfin depuis cette année même, c'est prélevé à la source. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'argent, comme tout le monde. Et à la source, eh bien, toutes les fuites, toutes les pertes, eh bien, on paye aussi une redevance à l'agence de l'eau. Donc cette année, première année, il n'y avait pas de base par rapport à des années précédentes. Donc le montant a été fixé à 7 centimes par mètre cube, mais en fonction des fuites ou des pertes, ça peut augmenter, ça peut aller bien plus haut. A priori, pour l'année prochaine, certaines communes vont se retrouver à 20 centimes, quoi. Certains syndicats. Donc il y a intérêt qu'il n'y ait pas beaucoup de fuites sur le syndicat et ils y travaillent. Enfin, Veolia y travaille. Il faut savoir que le syndicat verse environ 650 000 € à l'agence de l'eau par an. Et pour ne recevoir aucune subvention de l'agence de l'eau. Mais les redevances des agences de l'eau servent à financer les actions de préservation de l'eau et des milieux aquatiques. Donc, on en a bénéficié sur l'imperméabilisation des parkings. Voilà. Donc, entre autres. Entre autres. Mais pas pour le réseau d'eau potable et tout ça. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix de l'eau. Pour le moment, il n'y en a pas. La ville de Terrasson donc, a rejoint le syndicat et sur un échéancier de 5 ans, son prix va être ajusté au prix global du syndicat. Parce qu'ils étaient nettement en dessous, donc une hausse aurait été trop importante sur une année. Ils avaient leur propre station. Oui, ils étaient en régie, la ville uniquement. Oui. La ville. Ouais. Et là, ils ont adhéré au syndicat. Après la télé-relève, 90% des compteurs sur le Lardin, sur la commune, sont équipés. Il faut savoir que la Veolia nous a dit dernièrement qu'ils avaient envoyé un dernier courrier au père, parce qu'il y a eu trois relances au minimum, pour
pour faire poser, parce que bon, entre les résidents secondaires et les gens qui prennent pas rendez-vous, eh ben, ils peuvent pas poser ils peuvent pas changer ou poser le détecteur sur le compteur. Donc les personnes maintenant qui ne le feront pas, eh ben, seront facturées 60 € par relevé. Donc comme il y a 2 relèves par an, ils prendront 120 € de plus sur la facture. Ce sera mentionné. On avait reçu un courrier dans ce sens. Ils ont envoyé un courrier. Ouais. En ce qui concerne, monsieur Delage, la pollution, alors il n'y a aucun PFAS qui a été détecté dans l'eau du syndicat. Alors qu'est-ce que c'est les PFAS? Les PFAS, c'est les composés per- et polyfluoroalkylés. C'est quoi ça? C'est les PFAS. C'est les matières plastiques. Ce sont des substances chimiques dont les propriétés spécifiques sont mises à profit dans de nombreux produits de la vie courante. Extrêmement persistants, les PFAS se retrouvent dans tous les compartiments de l'environnement. Donc c'est la pollution qu'on génère tous les jours. Ça ne s'en va jamais. Voilà. Si, mais avec un temps certain. Donc au syndicat, on n'en a pas. Les analyses sont négatives. Après, une deuxième pollution qu'on trouve, parce qu'il y en a sur le syndicat, c'est le chlorure de vinyle monomère dans l'eau du robinet. Alors les CVM, c'est ce qu'on appelle les CVM, c'est un produit chimique purement synthétique. Alors ça, c'est produit dans les tuyauteries PVC, essentiellement les tuyaux PVC posés avant 1980, les vieilles conduites, et dont l'eau stagne dedans. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de débit, il y a des chances. Nous, sur le Lardin, on en a eu un peu sur... enfin bon, c'est sur le Lardin, c'est à côté au Farge, là-haut, à côté du centre aéré, voilà. Donc pour y remédier, ben, le syndicat, ils installent des purges pour qu'il y ait du débit, quitte à perdre de l'eau, pour éviter Et après coup, ils changent les conduites. Voilà. Voilà ce que je peux en dire Très bien. aujourd'hui. Oui. Alors moi j'avais relevé deux ou trois chiffres. La consommation moyenne par abonné en 2024 était de 109,6 mètres cubes contre 110 mètres cubes, 110,9 en 2023. Voilà. Et le nombre d'abonnés en 2023 était de 995 et en 2024 il est de 1001. Voilà. 1000. On va retenir 1000. 1000 et 110 mètres cubes par abonné. Voilà. Petite consommation. La base moyenne, c'est 120 mètres cubes par an. Ah, c'est la base. Après, là, c'est fixé là-dessus. Voilà, là, la plupart des gens n'y arrivent pas. Est-ce que sur la commune, il y a des gens qui ne sont toujours pas équipés de ce qu'on appelle, entre guillemets, le tout à l'égout? Oui. Ah oui. Ah oui. Moi. Oui, moi aussi. Mais Moi, entre on autres. a rien. Il y en a beaucoup. Oui, il faut s'expliquer. C'est la majorité, je dirais. Moi aussi, ouais. La majorité. Il y a très peu d'assainissement collectif. Il y a juste la ville, Saint-Lazare. Ouais. Toi un peu, ouais, mais les bourgs et les villages isolés, on n'en a pas. Hein. Assainissement individuel. C'est tout de l'assainissement individuel, c'est ça. Et je crois que, est-ce que le problème a été résolu? L'assainissement individuel était payé par le KIDAM? Non, collectif, vous voulez dire. Non, individuel. Le collectif est payé que ceux qui sont raccordés. Ceux qui ne sont pas raccordés ne payent pas le collectif. Les individuels ne payent pas le collectif, puisque le prix du mètre cube est plus bas. Si vous êtes raccordé ou pas. Ouais. Ça marche comme ça. Mais en individuel, tu payes une taxe quand même. Oui, une petite taxe qui est quand même. Tu payes une taxe pour compenser pour compenser. les contrôles tous les 5 ans. Voilà, C'est faut ça. sceptique. Mais qui est... Une remarque, plus de remarques sur le rapport de l'eau. Alors,
Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je pense qu'on va passer, donc maintenant encore, il y en a encore un. Présentation donc du rapport annuel, donc justement sur le service public d'assainissement non collectif, donc pour 2024. Donc merci Denis pour ton rapport. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, le service d'assainissement non collectif donc, est géré par un contrat de délégation de type affermage c'est la société Veolia qui l'a emporté donc, depuis le 1er mars 2019. La durée du contrat est de 10 ans, donc soit jusqu'au 28 février 2029. La réalisation des contrôles périodiques est prévue donc, tous les 10 ans. En 2024, le nombre estimé d'installations d'assainissement non collectif était de 7417 pour une population d'environ 13 149 habitants. Ça, c'est une donnée sur le territoire. Et sur les communes, en 2024, sur les communes du Lardin-Saint-Lazare, il y avait 360, voilà, ça répond à votre question, il y avait 361 nouvelles installations d'assainissement non collectif. Alors, nouvelles installations. En 2024, sur la commune du Lardin-Saint-Lazare, ce nombre a légèrement diminué et est tombé à 353, donc moins 2,2%. Donc soit c'est les gens qui ont passé sur le collectif. Type de contrôle réalisé sur la commune du Lardin, donc il y a différents contrôles. Il y a des contrôles de conception, des contrôles de bonne exécution, des contrôles périodiques de bon fonctionnement et des contrôles pour transactions immobilières. Voilà. Le taux global de conformité des installations est de 71,3%. Et le nombre d'installations contrôlées est de 411. Voilà, ce qui m'a semblé être des chiffres qui pouvaient être retenus donc, de ce rapport que vous avez tous reçu. Elle est en capacité de traiter combien l'habitant? Mais c'est en individuel ça. Ça c'est l'assainissement individuel. Donc chaque personne a son... En collectif. Ah, la station, je ne sais plus. C'est 5000 habitants, c'est combien? Je ne sais pas, ça, je ne pourrais pas vous répondre. C'est groupé avec Beauregard, de toute façon. Oui, c'est groupé avec Beauregard, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. 1 plus 1, ça fait toujours 2. Je sais pas, le maximum, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'était marqué là-dessus, j'ai pas lu. Le maximum, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Voilà ce que je peux vous dire sur ce rapport d'assainissement non collectif. Voilà. Donc il y a des contrôles fréquents. Donc 71% de conformité, c'est pas mal. Donc s'il y a d'autres remarques, non. Donc qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, attends, je vais finir avec ça avant de passer. Je vais vous donner donc les déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles nous n'avons pas exercé de droit de préemption. Alors il y a eu une DIA qui a été déposée je crois que c'était fini. Déposée le 8 septembre 2025 par Madame et Paul Ginette. C'est à l'adresse 7 avenue du 8 mai 1945 pour la parcelle D102. D'une superficie de 338 mètres carrés. Une note qui a été déposée le 17 septembre 2025 par Madame Amélie Monterol, 9 avenue Georges Opinaud, pour les parcelles A87 à 88, pour une superficie de 503 mètres carrés. Une autre déposée le 29 septembre 2025 par Monsieur Marly Daniel, 16 route des Abeuils, pour la parcelle L236, d'une superficie de 5945 mètres carrés. Une autre déposée le 3 novembre 2025 par Madame Tricard Isabelle à Aladou, la parcelle L 1121 pour une superficie de 6140 m². Une autre déposée le 4/11/2025 par Madame Morand Anne-Marie, adresse 5 rue de l'Abbé Cros pour les parcelles C345, superficie de 515 m². Déposé le 4/11/2025 par Madame Didio Catherine, 14 village de la Boissière, pour les parcelles E272, E273 pour une superficie de 221 m². Déposé le 13/11/2025 par Monsieur Delahaye, Christian et Michel,
6 rue du Moulin pour les parcelles D630, 131, 681, 684 pour une superficie de 1522 m². Déposé le 13 novembre 2025 par monsieur et madame Delahaye, Christian et Michel. Adresse 6 rue du Moulin. Ça a été déposé 2 fois. Bon, j'ai dit, je lis 2 fois la même chose. Donc D630, 131, 681, 684 pour une superficie de 1532 m². Et déposé le 28/11/2025 par madame Morterol Amélie Aubourg à la parcelle A407 pour une superficie de 45 m². Et la dernière, déposée le 2/12/2025 par monsieur et madame Jory au 11 route de Goursat pour les parcelles E381-393 pour une superficie de 2513 m². Voilà, donc pour tout ceci, donc nous n'avons pas, bien évidemment, préempté. Voilà, alors l'ordre du jour est épuisé. Alors je vais répondre dans un premier temps à la question posée par monsieur Delage et ensuite je vous ferai un point, comme je l'avais promis, sur la situation des papeteries de Condat. Monsieur Delage, je vais lire le mail que vous m'avez adressé. Madame le maire, nous vous remercions de bien vouloir porter à l'ordre du jour et au PV de séance les questions suivantes ainsi que les réponses qui y seront apportées. De lourds travaux ont été réalisés dans l'enceinte de la crèche. Assainissement, clôture, remblai, etc. Nous souhaiterions connaître les montants précis, poste par poste, de ces chantiers, car nous n'avons jamais été informés de quoi que ce soit sur ces travaux qui se sont étalés sur 2 mois. Alors tout d'abord, je vais vous dire que ce sont des travaux, notamment pour la clôture, qui ont été demandés par la PMI, puisqu'il y a une réglementation qui fait que la clôture, la hauteur de la clôture n'était pas suffisante. Ensuite, vous me dites que vous n'avez pas été informé. Ça fait partie des travaux que nous réalisons au quotidien, comme tous les autres travaux, comme tout ce qui a été réalisé, le nettoyage notamment des berges, donc à côté donc, du Cerne et autres. Et puis, je vous dirai, monsieur Delage, que personne ne vous empêche de venir à la mairie et de regarder les dossiers et de vous informer et de venir me voir et je vous répondrai. Ce que vous n'avez jamais fait à l'occasion en tout cas de ce mandat. Je ne vous ai jamais vu venir consulter aucun des dossiers qui allaient être présentés ou que vous voulez, sur lesquels vous voulez avoir des explications. Alors je vais donc laisser la parole à madame Pierson en charge de la crèche qui va donc vous répondre et ensuite à Eric Sourbet, l'adjoint en charge des travaux qui vont eux-mêmes vous répondre. Nadine, vas-y. Alors moi je voulais tout d'abord faire une petite remarque. En fait je ferai 2 remarques du coup. Alors la première, écoute, je te félicite, tu as acheté un ordinateur, donc parce que j'ai vu que ton courrier... Ne le dis pas, c'est mon cadeau de Noël. Mais c'est ça, j'y ai pensé, que le Père Noël était passé à l'avance. Voilà. C'est ça. Donc c'est super, ça va faciliter l'envoi des courriers. Voilà. C'est clair. C'est très clair. On n'aura plus besoin de te porter les courriers. Ah ben c'est parfait. Et la deuxième remarque... Moi aussi, je ne suis pas fait sur ce coup. Ah, tu vois, c'est bien. Mais vous avez le droit de vous améliorer, monsieur Delage, vous savez, oui, c'est pas interdit. Ah, mais au-delà de la personne. Je crois que dans la matière, il y a matière, il y a du boulot. C'est un bon début. Allez. Deuxième remarque. Donc, je vous en ai déjà parlé, je pense, à 2 reprises. Vous faites un malin plaisir de critiquer, voire de vous moquer des personnes qui font des fautes d'orthographe sur Internet, régulièrement. Or, votre courrier, je sais qu'il y a or ton courrier, monsieur Delage, or ton courrier a plein de fautes d'orthographe, oui. Fautes de ponctuation, fautes de grammaire. Alors, s'il vous plaît, stop. Stop avec ça. Bon, maintenant, je vais vous parler des travaux. Donc, la petite phrase, nous n'avons jamais été informés de quoi que ce soit sur ces travaux. Alors, permettez-moi de vous répondre que chaque année, j'organise une commission crèche à laquelle l'élu de l'opposition a toujours assisté. Je le citerai, Jean-Louis Giroux. Il a toujours été présent. Alors, je vais vous dire, lors de la commission du 26 juin 2024, nous avons évoqué le décret du 31 août 2021, nous obligeant à changer la hauteur de la crèche, de la clôture de la crèche. Et déjà à cette époque, nous avions reçu un premier devis que j'ai fourni. La demande de subvention à la cave devant être faite, j'ai même rajouté à ce moment-là que la toiture du préau devait être remplacée
vu l'état dans lequel elle se trouvait. Ça, c'était la commission de 2024. Lors de la commission du 16 juin 2025, à laquelle Jean-Louis a assisté, le suivi des travaux a été fait. Le montant des travaux et de la subvention étant connu, les chiffres ont été annoncés. Alors, je vais vous les donner. La dépense totale, la clôture, 31 650,75 €. Le préau, 7 516,05 €. Soit un total... C'est 1505 7 516,05 €. Pour un total donc de 39 166,80 €. La subvention CAF s'est élevée à 31 333 €, soit un reste à charge pour la commune de 7 833,80 €, auxquels se rajouteront les factures de la pelleteuse pour un montant de 1 516,68 € et de l'étalage de la terre pour un montant de 1 800 €. Donc ces deux postes n'ont pas été subventionnés par la CAF. Alors je rajouterai quand même que lors du conseil concernant le vote du budget, les travaux de la crèche étaient prévus pour un montant de 47 016 €. Heureux, voilà. Donc, je ne peux pas croire qu'il s'agisse d'un défaut de communication entre vous. Donc c'est quoi, un oubli? Je ne sais pas moi, de la mauvaise foi? J'ai des questions à poser. Oui, tu vas les poser, mais en fait là, les travaux ont été annoncés depuis 2024. Alors, Après, on peut continuer. Oui. Alors après, ce qu'il faut dire par rapport à la clôture, quand la crèche a été construite, la parcelle n'a jamais été finie de remblayer. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit, un point bas où il y avait tout le temps de l'eau. Oui. D'ailleurs, bon, c'était impossible de lâcher les enfants, puisqu'il y avait de l'eau comme ça. Donc quand la CAF nous a imposé donc, cette mise aux normes de la clôture, il fallait la poser donc, sur un endroit, un terrain plat, d'où l'idée de remblayer, puisque nous avons du remblai de la terre en quantité suffisante. Et donc on l'a fait en régie, c'est-à-dire avec le personnel de la commune, du matériel de la commune, plus on a été obligé de s'adjoindre évidemment de quelqu'un qui est, disons, voilà, qui se loue à la journée, et en plus un peu de matériel un peu lourd pour faire dans le même état d'esprit qu'on a fait le bief du rugby. Voilà. Et donc maintenant ça permet de, disons, au personnel de la crèche de disposer d'un terrain, disons, convenable, et puis on a semé après. Alors ce qu'il n'y a pas là, monsieur Delage, là, ça c'est, donc le terrain a été préparé comme ça, et après afin de pouvoir semer la pelouse, eh bien, tous les travaux qui ont été faits après ont été faits par mes soins et gratuitement, donc sans facture ni rien. Voilà. Mon matériel, mon temps et ma compétence. il ne faudrait pas qu'on prenne ça pour du travail dissimulé. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, bénévolement. Je vois toujours votre humour, pas les pâquerettes, là, mais si ça vous fait rire, il faut moi je ne s'adapter prends au pas public. votre humour comme ça. Non, non, mais c'est s'adapter bon. au- Respectez un peu les gens, monsieur. Là. Oui, là c'est vraiment... Apprenez-vous à respecter. Oui. Non, non, mais Bon, c'est tout. non, mais écoutez, C'est tout. Les- Ben oui, c'est tout. Je crois qu'on a répondu à votre question. vous n'êtes pas professeur. J'ai pas mes lunettes, les bonnes. Si. Alors, Alors, on dites-nous. parle, alors c'est le décret du 31 août 2021 pour la clôture. Mhm. Alors, l'espace extérieur est entouré d'une clôture ou enceinte d'une hauteur minimale de 1,50 m, sans point d'appui horizontaux et le cas échéant, sur les barreaux sont écartés maximum 11 cm. Alors, si je lis bien l'arrêté, vous avez sorti des grilles qui n'étaient pas normalisées pour le remplacer par des grilles qui ne sont toujours pas normalisées. À savoir, oui, le petit sourire, là, ça ne joue pas. Là.
Et vous allez être content, on va la refaire la clôture. Vous allez être content. Sans point d'appui horizontaux. Et alors que c'est une clôture qu'il n'y a que ça, il n'y a que des appuis horizontaux. Alors j'ai parlé à un pédiatre, ils sont toujours épatés par les performances des petits. Et dont les barreaux sont écartés. Mais c'est ça, vous avez la même. Hein. Oui, c'est ça. Ah ben oui, l'arrêté il n'est pas fait Vous pour avez de la là. même. Ouais. C'est la même. Non, mais je voulais ça. C'est ça que vous a donné la PMI? Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait 1,50 m et avec des barreaux écartés d'au maximum 11 cm. Ils ne sont pas écartés de 11 cm. Mais sans appui horizontaux. Alors, Développer un peu. Comment elle tient la clôture? Comment elle tient la clôture? Pas développer, aller jusqu'au bout. Ça veut dire que la nouvelle clôture n'est pas aux normes. Eh bien si, parce que la PMI est passée et la clôture est aux normes. Alors désolé. J'ai téléphoné aujourd'hui à Terrasson, Oui, ils ont modifié ils ont modifié quoi? Leur clôture? la clôture de la crèche. Ben, nous, elle n'est pas modifiée. Alors en faisant comme ça, on repart comme à la belle époque, on fait n'importe quoi, et il y a quelqu'un ici que je connais très bien qui parle toujours de faire attention à l'argent public. Parce que ça, c'est peut-être un motif à refaire. Ben, si on a l'agrément de la PMI, donc nous, tout ce qui est fait à la crèche est fait avec l'agrément de la PMI. Donc si la PMI est venue et a donné son agrément, on ne va pas aller au-delà de l'agrément de la PMI, monsieur Delage. C'est la PMI qui valide tout ce qui se passe à la crèche. Donc moi, je ne sais pas si eux ne sont pas au courant effectivement de la législation, c'est leur problème. Alors ce n'est plus aux normes, Eh bien, on verra ça avec eux demain. et on revient 15 ans en arrière, c'était le Lardin qui était premier des plus mauvais. Des plus mauvais quoi? Premier des plus mauvais quoi? Des plus mauvais quoi? Des plus... Qu'est-ce que ça veut dire? Premier des plus mauvais, ça veut rien dire. C'est pas français, monsieur Delage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des plus mauvais quoi? Des plus mauvais quoi? Ah, parce qu'il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, ou il y a 7 ans, c'est sûr que ça devait être fabuleux, votre mandat. Je pense qu'il est fabuleux, votre mandat. Ne me faites pas revenir là-dessus, parce que je pense que... Il n'y a rien eu de fait. Ouais, c'est ça, il est fabuleux. À tout point de vue. Alors, c'est pas moi qui ai fait ce rapport, hein. Oui. Et vous parlez de 15 Mais de quoi? ans, Je ne c'est comprends bon, pas, là. 15 ans, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 15 ans? Qu'est-ce qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas il y a 15 ans? Je vais Dites-moi. vous expliquer. Dites-moi. C'est contribuable associé. Hum. C'est un truc un petit peu sérieux quand même parce qu'il fait les avant-projets de loi. Comme il y en a plein d'autres, allez-y. Voilà. Alors, le plus mauvais maire de Dordogne, le Lardin Saint-Lazare. Ah ouais. À quel niveau, Mais monsieur? dites la période. Mais donnez-moi, à quel niveau? Sur quel sujet? Sur la gestion de la commune. Ah oui, sûrement. Et Parce que vous avez, je pense que vous avez été royal en matière de gestion. mais- Alors là, monsieur Delage, si vous voulez, partez pas sur ce terrain parce que là, c'est un terrain glissant pour vous. Hein. Il a fallu d'abord se désensabler. Alors, le plus mauvais, alors le Lardin, Madame Raymond Bûcher. Deuxième, plus mauvais, Siorac en Périgord, je ne connais pas, et Montagrier. Mais le plus mauvais en quoi? En gestion? Ça veut rien dire sur votre papier. Là. Bien sûr. Non, mais lisez-moi le texte, lisez-le. Surtout quand ça dérange. Non, non, mais moi ça ne me dérange pas. Lisez, parce que moi je vais vous faire un bilan de votre mandat la prochaine fois. Et là, je pense que vous allez voir. Et la note, c'est 0/20. C'est pas Et là, bon. vous parlez, Mais c'est vous parlez de n'importe quoi, ce que 15 ans vous en dites. arrière. Mais De qu'est-ce 15 que ans en c'est? On est arrière. en train de Vous revenir. êtes vraiment 15 ans en arrière. passéiste. Et ça apporte quoi, ça, monsieur? Vous parlez de choses, il y a Non, 13 je veux, 14 monsieur ans. Delage, je ne vous laisserai pas porter des accusations comme ça. Je veux que vous me lisiez le texte. Ce n'est pas moi qui porte. Non, non, mais justement, lisez-moi le texte. Alors, quant à vous, Ne prenez pas un résumé qui vous arrange, lisez-moi les phrases. Mais lisez ce qui est marqué sur votre rapport là. là c'est vous. De quoi? Là c'est moi peut-être, je ne sais pas. Lisez ce qui est Mais marqué je sur le votre sais. rapport. Madame Francine Bourra, mention globale, médiocre.
Mais bien sûr, mais si vous voulez. Mais alors moi, si je suis médiocre, vous, je sais pas. Mais ça ne veut rien dire. Ah, dans quel contexte c'est? Et lisez-moi la Comme phrase. vous dites toujours, c'est factuel. C'est du n'importe quoi, votre machine. Donnez-moi, mais donnez-moi, lisez-moi la phrase, nom de chien. Sur le PC, allez sur contribuable associé. Non, vous êtes en train de me citer quelque chose, vous allez le lire, monsieur Delage. J'exige que vous le lisiez. Vous ne pouvez pas porter des accusations sur des gestions médiocres, etc. Lisez-moi ce que vous avez devant Ce n'est vous. pas moi. Donnez-moi ce document. Ce soir, c'est vous. Alors, c'est du n'importe quoi. Si vous n'êtes pas capable de lire ce que vous avez, c'est du n'importe N'hésitez quoi. pas, ça sert à rien. Monsieur, mais bien sûr, vous dites les grosses bêtises et il ne faut pas s'agiter. Donc, attendez. Et vous les faites. Ah, moi, je fais pas de bêtises, non, je crois pas. Je crois pas, monsieur Delage. J'essaie de pas en faire, en tout cas, mais vous en avez fait, par contre. Oui. Ça, et je vais vous le prouver. Croyez-moi qu'au prochain conseil municipal, je vais vous le prouver. Votre très bonne gestion, monsieur Delage. On a quelques belles photos. On a tout ce qu'il faut. Oui. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Oui. Vous inquiétez pas. Mais bon, vous m'attaquez sur ce point de vue-là, vous allez avoir le revers de la médaille, je peux vous garantir. Voilà. Rendez-vous au prochain conseil municipal. Faites-moi confiance, je vais vous répondre. Alors, j'ai peut-être une gestion médiocre, mais alors vous, je sais pas. Hein. Bon, allez, donc c'est tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que On vous avez s'est à dire? désensablé et... Vous êtes désensablé? J'avais 2 de notes. Oui, moi je vais vous montrer, quand on est arrivé, la CAF de la commune, à combien elle était, la capacité d'autofinancement. Je vais vous la montrer à combien elle était, je vais vous montrer à combien elle est maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire capacité d'autofinancement? Est-ce que vous le savez d'abord? Oh non, vous êtes trop forte pour moi. Ah non, non, mais répondez à ma question. C'est quoi la capacité d'autofinancement vous qui avez été à ma place, monsieur le maire? Alors, c'est bien beau de critiquer, vous voyez, quand on ne sait même pas ça. Ça, c'est la santé d'une commune, monsieur. Oui, oui, il y a la CAF brute et la CAF nette. Alors, la CAF brute, c'est recettes moins dépenses. Et là, vous savez, et là, je vais vous montrer, moi. Je vais vous montrer depuis que je suis arrivée. L'ordre que j'ai remis dans cette mairie, depuis que vous y étiez. Je vais vous montrer les économies de fonctionnement. Je vais vous les montrer et je vais vous les prouver. Parce que je ne parle jamais sans preuve, monsieur. Et ensuite, la CAF nette, c'est pas avec les emprunts. C'est sûr que vous, les emprunts, vous n'en avez pas fait, vous n'en avez rien foutu. Alors, donc c'est clair que vous ne risquez pas emprunter. Alors qu'à l'époque, les taux d'emprunt étaient à 0,5. Monsieur Delage, c'est une erreur de gestion monumentale que vous avez fait. C'est là qu'il fallait emprunter, monsieur Delage. Et c'est pas moi maintenant qui dois emprunter à 3,40 pour faire tout ce que vous n'avez pas fait. Au moment où les papeteries coulaient grandement, Couler? et très vite, Elles ne sont pas encore coulées, monsieur Delage, et elles ne le seront pas. C'est pas parce que les papeteries de Condat Mais ça a été étaient votre en argument. train de couler qu'il fallait laisser les écoles s'écrouler. Oui. Voilà. Et la salle des fêtes a des seaux, il a plu à seaux dedans. Quand on est rentré, c'était inondé On a été partout. obligé quand vous de êtes parti retarder du conseil, l'ouverture des c'était dans bureaux. cet état. Quand je suis partie moi du conseil, j'ai jamais été maire, monsieur Delage. J'étais simple conseillère municipale. Et vous remontez à 2008. Alors excusez-moi, mais remontez à 90 si vous voulez. Et nous, Oui. on avait préféré avoir de la santé pour les habitants plutôt que les fêtes. La santé pour les habitants, mais arrêtez. La santé pour les habitants, avec une école qui menaçait de s'écrouler sur les enfants. Mais comment vous pouvez tenir des propos comme ça, monsieur Delage? Vous C'est êtes... menacé de s'écrouler. Oui, mais tout Non, oui. Oui. Et vous avez fermé les yeux, monsieur Delage, parce qu'on a des rapports qui montraient que les murs étaient bombés, et vous n'avez rien fait à l'époque. Alors, des leçons, vous voulez m'en donner, mais moi, je vais vous en donner des leçons. Oui, monsieur. Les instituteurs. Moi, je ne parle pas en l'air. J'ai les rapports et j'ai les preuves de ce que je vous dis. Les instituteurs, Ouais. Qui ont Alors, ça dit va, les donneurs de leçons comme vous, c'est bon. avoir alerté le maire à cette époque-là. Bien sûr. Oui, vous avez alerté. Oui, vous avez été alerté. Oui, il y a des rapports qui montrent que les murs étaient bombés et que le plafond reposait sur les murs et que c'est menacé de mais s'écrouler. Madame Bourra, la tour de Pise, elle est bien penchée, elle tombe pas. Mais vous savez que vous avez des gamins dessous, mais comment vous pouvez tenir des propos comme ça avec des gosses qui sont dessous? Mais je ne sais pas, monsieur, je sais pas, monsieur Delage. Vous voulez donner des leçons, hein, bah dites donc, chapeau. Hein, bref, allez, je vais m'arrêter là, mais par contre, je vous répondrai la prochaine fois. Apparemment, la vérité vous gêne. C'est pas la vérité qui me gêne, c'est vos bêtises qui me gênent. Alors ça, par contre, entendre des bêtises comme vous tenez, non, je suis désolée. c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, c'est tout ce qu'on veut. Personnifié d'ailleurs. Personnifié, tout à fait. Bon, est-ce que c'est bon pour la crèche? On vous a répondu? Oui. Très bien. Bon, alors moi maintenant, je vais vous faire un point. Comme je m'y suis engagée sur les papeteries de Condat.
Alors, nous avons, donc, quand la procédure de redressement judiciaire a été prononcée, il est très clair que pointer malheureusement peut-être la liquidation des papeteries de Condat. Et donc il fallait absolument mettre tout en œuvre pour essayer d'éviter cette liquidation. Donc nous avons pris tout de suite, je dirais, le taureau par les cornes et nous avons engagé 2 consultants. Donc un qui connaissait très bien la papeterie de Condat, donc c'est le groupe P+ Partners, et qui avait travaillé notamment au niveau donc des problèmes de l'énergie sur les papeteries. Et le deuxième est DF Conseil, qui est une personne qui a travaillé, qui a été directeur de différentes papeteries, qui a eu plusieurs fonctions, qui a travaillé aussi dans l'énergie, et qui ont accepté donc de travailler pour nous et d'essayer donc de m'éclairer en tout cas, puisque moi je vous rappelle que je connais la métallurgie mais je ne connais pas la papeterie ni l'énergie, et que j'avais besoin de personnes pour m'expliquer un petit peu le fonctionnement donc, de cette papeterie de l'intérieur et surtout techniquement au niveau de l'énergie et techniquement au niveau du papier, pour pouvoir ensuite discuter avec donc, les éventuelles personnes qui pourraient être intéressées et savoir de quoi on parle. Voilà, donc je me suis entourée de ces 2 consultants, donc je vais vous donner le prix donc, de ces 2 contrats. Le premier, donc, qui est P+ Partners, qui a travaillé donc, déjà pour l'ECTA, coûtera, puisque son contrat va jusqu'au 31 décembre, 38 000 € TTC. Et le deuxième, qui est DF Conseil, coûtera 12 000 € TTC. Donc voilà, ces personnes travaillent encore avec nous. Alors, où on en est au niveau des papeteries de Condat. Donc, il y a eu, suite à ce redressement judiciaire, bon, que l'on sentait arriver, je vous rappellerai quand même que je n'ai jamais cru à ce qui avait été annoncé, et vous pouvez le retrouver sur les journaux, dans mes interviews en 2023, et que j'ai toujours dit que c'était chronique d'une mort annoncée, et que le projet qui était à l'époque proposé par l'État n'était pas viable et qu'on arriverait à la fermeture de l'usine. Voilà, donc malheureusement, le temps nous a donné raison. On donnait ces propos aussi avec le président de la communauté de communes. Le temps nous a donné raison. Et donc on est arrivé à la liquidation, au redressement judiciaire. Donc face à ça, nous avons travaillé avec la CGT. La CGT est à l'initiative effectivement du projet de SKIC, que vous avez tous pu voir et entendre donc, dans les médias. Et nous avons, à l'aide de nos consultants, eux avaient également des consultants, et nous avons travaillé ensemble sur ce projet de SKIC. Le projet de SKIC était là surtout pour éviter la liquidation judiciaire, de façon à ce que, quand on est allé le 23 novembre, je crois, à Bordeaux au tribunal, notre objectif était d'avoir un projet à proposer au cas où il n'y aurait pas de repreneur, parce que s'il n'y avait pas de repreneur, évidemment, c'était la liquidation qui aurait été annoncée. Et donc nous avons travaillé sur cette SKIC, et en travaillant sur cette SKIC, la CGT et donc toutes ces organisations nationales et autres ont trouvé donc une entreprise que vous avez vue également dans un groupe, que vous avez vu dans la presse, donc le groupe Finesta, qui dans un premier temps souhaitait effectivement apporter ses contributions financières dans le cadre de la SKIC. Et ensuite il y a eu une évolution, et aujourd'hui ils sont, je dirais, intéressés en nom propre pour reprendre cette entreprise. Autrement dit, et on l'a toujours dit, on s'effacera, la SKIC s'effacera le jour où effectivement il y aura un repreneur ou des repreneurs sérieux. Donc aujourd'hui, le groupe Finesta est intéressé, donc j'ai reçu le directeur international qui m'a expliqué son projet. Je vais le voir encore cette semaine avec le PDG pour finaliser et pour bien comprendre quels sont leurs projets pour les papeteries de Condat.
il y a un deuxième, je dirais, un deuxième groupe intéressant et intéressé, qui est le groupe SPB, qui a revu un petit peu son offre par rapport à ce qui était présenté au départ, et qui aujourd'hui a aussi une offre relativement intéressante pour le site de Condat. Je les rencontre également cette semaine avec le président de la communauté de communes, et ils viennent aussi sur le site de Condat visiter. Voilà. Et ensuite, il y avait deux autres repreneurs, trois autres, mais qui n'ont pas, qui ont, je dirais, pratiquement abandonné à l'heure où je vous parle. Et je crois savoir également qu'il y en a un troisième qui va retirer le dossier. Je vous rappelle qu'ils ont jusqu'au 23 décembre pour retirer le dossier et ensuite pour peaufiner leur offre jusqu'au 14 janvier, où le 14 janvier, nous avons rendez-vous au tribunal de commerce où sera prononcé, je l'espère, le nom du futur repreneur des papeteries de Condat. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous avons évité la liquidation, je pense en tout cas. Je ne peux pas être formelle, je ne suis pas juge, c'est pas moi, je ne suis pas au tribunal, mais je pense que les deux, en tout cas les deux repreneurs que nous recevons cette semaine sont des propositions sérieuses auxquelles je crois. Et donc c'est le tribunal qui jugera quel sera le meilleur repreneur sur les trois critères qui sont le nombre d'emplois, la pérennité du site et la pérennité de l'action telle qu'elle sera proposée sur leur projet, et bien évidemment le prix de rachat. Voilà. Et le maintien des emplois. Je le dis en premier. Donc le nombre d'emplois, j'ai dit, donc qui est un critère évidemment primordial. Voilà, donc ça sera donc il y a ces trois offres et la troisième qui je l'ai pas aujourd'hui, mais je sais qu'elle va être le dossier va être déposé et il doit venir, je crois, en janvier pour visiter. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc moi je suis, je ne vais pas dire rassurée, mais un peu quand même, et je crois beaucoup en une solution pour la papeterie de Condat. J'y ai toujours cru, je l'ai toujours dit, et on s'est battu. Voilà, on s'est battu un peu seul, voilà, avec nos consultants. On a fait des réunions par ici tout seul, voilà. Donc, mais vous voyez, comme quoi. Des fois, l'union fait la force et on travaille main dans la main avec les syndicats pour faire avancer. Voilà, donc nous avons des relations aussi avec M. Dominique Bernard, donc, qui est le PDG aujourd'hui de l'ECTA. Ça se passe très bien également. Voilà, et donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver ce site. Et je peux vous dire que aussi bien le président de la communauté de communes que moi-même, nous mettons notre âme et notre énergie aux côtés de la CGT et des syndicats pour sauver cette entreprise. J'espère que ça ne se terminera pas comme Brandt, où c'est vraiment lamentable, et je comprends la colère du maire. Je ressens exactement la même chose, et les propos qu'il a tenus, je les comprends tout à fait. Nous sommes en train aujourd'hui de dilapider dans ce pays notre industrie, nos outils de production. Et j'étais ce matin aux côtés des agriculteurs et également notre agriculture. Donc je crois qu'il est temps de réagir et de prendre notre destin en main. En tout cas, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons essayé effectivement de nous adjoindre des personnes compétentes. Et je rajouterai que la communauté de communes a aussi paye aussi un consultant financier, voilà, pour monter les business plans aux côtés donc des consultants techniques. Voilà, donc je crois que nous nous sommes adjoints de tout le staff nécessaire, et la CGT a également ses consultants. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est un travail titanesque et de longue haleine, et voilà, j'espère vraiment qu'on va s'en sortir et qu'on va arriver au bout. En tout cas, on fait tout pour. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le tribunal de commerce, une fois qu'il a examiné les comptes, les propositions, la solidité des entreprises qui seraient intéressées, il donne sa réponse immédiatement. Oui, il donne sa réponse. Je crois qu'il a 2 jours pour donner sa réponse.
on passe je crois qu'on passe le 14 et je pense qu'on est jusque le 16. Voilà. Et est-ce que l'activité de l'entreprise va s'arrêter le 31 décembre, comme l'ECTA garantissait les... Non, alors, ce qu'il faut savoir, Puisque c'est le que... tribunal, c'est le 14 janvier. Est-ce que dans cette période, l'entreprise va tourner? Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de commandes pour pouvoir continuer, puisque vous savez que depuis un certain... Garder le personnel jusqu'à- que depuis un certain temps... Jusqu'au 14, ils sont obligés de garder le personnel. Oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. Donc vous savez que depuis un certain temps, donc il y a des arrêts intempestifs parce que bon, soit manque de commandes, soit pas de matières premières, etc. Donc l'ECTA, normalement, effectivement, jusqu'au 31 décembre, ensuite l'ECTA ne pouvait plus assurer les salaires des salariés. Cependant, Condat a vendu à l'ECTA 2 filiales. Et l'argent de ces filiales a permis effectivement de payer les salaires au-delà du 31 décembre. Voilà. Donc je peux dire qu'effectivement, au-delà du 31 décembre, mais fin janvier jusqu'à maintenant, et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que le 14, il y ait un repreneur qui soit nommé, le 14 ou 16, qui soit nommé. Voilà. Mais oui, pour la raison que je te donne, mais jusqu'avant, effectivement, c'était compliqué d'assurer les salaires. Du fait de la vente des filiales, ça permet effectivement d'aller un peu plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà ce que je peux vous dire à aujourd'hui, donc sur ce sujet qui a été, je peux vous le dire, très prégnant pendant tout ce mandat et notamment la fin du mandat et qui, j'espère, aura un dénouement heureux. S'il n'y a pas d'autres questions, ben écoutez, on va clôturer la séance. Je vous remercie d'avoir participé. Il est donc 21h37. Voilà. Voilà, et on nous signale qu'effectivement l'entreprise va tourner en janvier. Voilà. Vous avez la réponse.